Donc on y va, nouveau chapitre ce matin, 4e chapitre de mécanique, mouvement des particules chargées, hein, d'accord, comme je vous l'ai dit, dans des champs électriques et magnétiques. Donc M4, pardon, ici. Donc M4, mouvement de particules chargées. Mouvement de particules chargées dans des champs électriques et magnétiques. Dans des champs électriques et magnétiques. Voilà. Électrique et magnétique. Alors c'est un chapitre qui est pas si long que ça finalement, on l'aura fini jeudi matin. Un plan de cours en 3 étapes. Première partie de ce cours, on va introduire la force, une nouvelle force qui va s'appliquer sur une particule chargée qui va rentrer dans une zone où règne un champ électrique et ou magnétique. Et on va distinguer l'étude. D'accord, vous voyez que cette particule chargée, alors particule chargée, j'en ai parlé, hein, ça peut être un électron ou un proton, d'accord. Cet électron, ce proton, va rentrer dans une zone où, ici, régnera un champ électrique et ou magnétique. Donc on va d'abord ce matin étudier l'action d'un champ électrique sur le mouvement d'une particule chargée, pour ensuite, jeudi, terminer ce chapitre sur l'action d'un champ magnétique sur une particule chargée. Alors, en introduction, on va quand même souligner l'intérêt considérable de cette étude. Donc, en introduction, on y va. Introduction, ici, de ce chapitre, 4e chapitre de mécanique. Donc, on va ici souligner l'intérêt considérable, ici, de l'étude. Intérêt considérable de cette étude. Voilà. De par le vaste domaine d'application, d'accord, de par le vaste domaine d'application. Alors je vais en citer ici trois domaines d'application que l'on va ici étudier en TD, hein, d'accord, on prend ici l'application en TD directement. Donc intérêt considérable de cette étude. Vaste domaine d'application, la première ici application, il s'agit du fonctionnement des tubes cathodiques. Donc première ici étude, première application importante pour le physicien ici, le fonctionnement des tubes cathodiques. Voilà, fonctionnement des tubes cathodiques, d'accord. Voilà, donc ça c'est un exemple classique, hein, d'accord. Il s'agit par exemple d'étudier le principe ici d'un oscilloscope, hein, fonction des tubes cathodiques, donc accélération, focalisation des faisceaux d'électrons, d'accord. Mais surtout, vous allez voir, il s'agit notamment d'étudier ici partiellement les accélérateurs de particules, les analyseurs de particules. Donc accélérateurs de particules, je pense au LHC, au CERN à Genève, d'accord. Donc je pourrais vous en parler, hein, c'est longuement d'ailleurs, mais également à Caen. À Caen, il y a le Ganil. Et les analyseurs de particules, notamment les spectrons, ce que vous appelez les spectromètres de masse. Donc là, vraiment, on est en TD, on va en faire au moins 2-3 exercices dessus, sur ici les accélérateurs de particules. Accélérateurs de particules. Accélérateurs de particules. Alors quand même, hein, pour votre culture générale, bon, même si on ne s'y rend pas cette année, d'accord, le LHC, d'accord, à Genève, très important, LHC, d'accord, au CERN, ici, à Genève, d'accord, ici, le LHC, ici, d'accord. Plus proche de nous, à Caen, le Ganil, le grand accélérateur national d'ions lourds, le Ganil à Caen, ici, le Ganil à Caen. Donc ça, ce sont des accélérateurs de particules. On va voir en quoi nos équations qu'on va poser en cours vont vous permettre d'étudier finalement l'accélération de telles particules chargées. Oui, très important. Dans ce chapitre, hein, j'insiste dessus, je parle de particules, mais ces particules, en plus de posséder une masse, elles sont chargées. D'accord? Voilà. Donc accélérateur, mais également analyseur. Donc ici, voilà, analyseur de particules. Voilà. Donc dans les analyseurs de particules, pareil, ce sera un exo classique type concours que l'on va traiter en TD. Il s'agit d'étudier le spectromètre de masse, d'accord, pour effectuer une séparation isotopique ici des éléments. Spectromètre de masse en application également, d'accord.
Et également, on parlera, bon ça c'est beaucoup plus complexe à modéliser, l'étude des phénomènes naturels, les aurores boréales. D'accord. Voilà, donc phénomènes également naturels, il n'y a pas que des ici l'expérience de laboratoire, ici ultra poussée. On peut également étudier les phénomènes naturels, ici notamment les aurores ici boréales, qui s'expliquent ici en partie par le mouvement ici de particules chargées, d'accord, dans des champs électriques et magnétiques. D'accord. Voilà, donc tube cathodique, accélérateur analyseur de particules, pareil, j'ai oublié mes particules chargées, hein, d'accord, particules chargées, et phénomène, étude des phénomènes naturels. Alors pour ce faire, il faut composer un cadre de l'étude, ici pour simplifier, modéliser ici finalement le problème. En fait, quand on parle de champ électrique et magnétique, on va les supposer ici uniformes et stationnaires. Donc dans le cadre de l'étude, ce sont les hypothèses de travail finalement. Donc dans le cadre de l'étude, ici de l'étude, voilà, les champs électriques et magnétiques, donc ce sont des champs ici. Alors les champs électriques, alors on en a déjà parlé en optique, hein, c'est l'un des chapitres d'optique, rappelez-vous, on a modélisé la lumière comme une onde électromagnétique plane progressive harmonique constituée d'un champ électrique E et d'un champ magnétique B. On a déjà parlé en impulsion d'un cours d'optique. Alors le champ électrique, rappelez-vous, se note avec un E majuscule. Un E majuscule, n'oubliez pas la flèche, il s'agit d'un champ vectoriel. Ça c'est le champ électrique E. Et ce champ électrique E, a priori, vous voyez, dépend de la position du point M dans l'espace, d'accord, et il dépend également du temps. Je vais a priori, d'accord. Donc ça c'est pour le champ électrique. Et le champ magnétique, on va adopter la même notation, cette fois-ci avec un B. Ici, le B relatif au champ magnétique. B. Donc les champs électriques et magnétiques étudiés dans ce chapitre, ici, sont supposés être. Alors, ici, première hypothèse, voilà. On va supposer que les champs électriques et magnétiques étudiés seront uniformes. Donc, première hypothèse, les champs étudiés seront uniformes. D'accord, ils seront uniformes. C'est-à-dire que les champs étudiés ne vont pas dépendre de la position du point M. D'accord. Donc les points ne dépendent pas ici. Donc ces champs ne dépendent pas de la position du point M. Voilà. Ne dépendent pas de la position ici du point M. C'est-à-dire qu'ici, dans nos notations, vous voyez, champ E, M, T, et champ B, M, T, je peux ici, vous voyez, voilà, directement supprimer cette dépendance ici vis-à-vis de la position du point M. Les champs sont uniformes, donc ils ne dépendent pas de la position du point M. Très bien. Deuxième et dernière hypothèse, les champs seront supposés stationnaires. Alors stationnaire signifie indépendant du temps. D'accord. Donc on aura également des champs stationnaires. Voilà. Donc des champs stationnaires, je vous rappelle, ce sont des champs qui sont indépendants du temps. Donc indépendants du temps. Cette fois-ci, on peut barrer les dépendances temporelles dans les expressions vectorielles des champs. Donc là, voilà. A priori, il ne reste que la dépendance temporelle. Et là, on s'en affranchit. Voilà, directement. Ici. Donc ça, il faudra toujours le garder en tête, mais je vous le rappellerai quand on fera l'étude. D'accord. L'étude des champs ici, supposés uniformes et stationnaires. D'accord. Voilà. Alors, première partie, je dois vous introduire une nouvelle force. Oui, parce que dès lors qu'on parle de particules chargées, donc des protons ou des électrons plongés dans un champ électrique ou magnétique, on doit introduire une nouvelle force. Cette force ici s'appelle la force de Lorentz. Une force de Lorentz qui va s'appliquer sur une particule chargée. Donc, premier temps, force de Lorentz. Donc, je vais écrire en majuscule. L-O-R-E-N TZ. Voilà. C'est juste pour le TZ qui est à la fin, d'accord, pour bien écrire. Force de Lorentz ici exercée sur une charge ponctuelle. Force de Lorentz exercée sur une charge ponctuelle. Voilà.
sur une charge ponctuelle. Voilà. Donc, on voit dans le titre, c'est important, cette force est exercée sur une charge ponctuelle. Bon. Alors, on va d'abord exprimer cette force. Voilà. Une fois qu'on aura cette force, bon, on saura traiter finalement les deux domaines d'application, hein, champ électrique et champ magnétique. Donc, expression. Et d'ailleurs, plus ou moins, c'est la seule nouveauté de ce chapitre, c'est la force de Lorentz, puisqu'après on va appliquer une deuxième loi de Newton, on va appliquer les théorèmes énergétiques. En fait, ce chapitre est un chapitre finalement d'application des lois de la dynamique et de l'énergie du point matériel. La seule différence, c'est que voici le point matériel, il est chargé. C'est la grande différence par rapport à ce qu'on a vu jusqu'à présent, sauf qu'on va ici exploiter tout ce qu'on a vu en dynamique et en énergie du point. D'accord? Donc, on y va, expression, on considère, voilà, une particule ponctuelle, donc une particule ponctuelle, voilà, placée au point M, donc un point de masse M. Bon, on ne change pas. La nouveauté, c'est qu'on, voilà, cette particule possède une charge Q. Voilà, de charge Q. Voilà, donc une masse M de charge Q. Animée d'une vitesse V, ouais, il faut qu'elle soit en mouvement, donc virgule, animée d'une vitesse V, animée ici d'une vitesse V, donc vitesse instantanée, V de M dans R, et soumise à l'action simultanée. Là, je donne la forme générale, dans le pire des cas, on va dire où la particule chargée est soumise à la fois à un champ électrique et à un champ magnétique. Donc soumise, elle est soumise à l'action simultanée. Donc je souligne ici l'action simultanée. Voilà. D'un champ électrique et magnétique. D'un champ électrique. Donc je rappelle la notation, un champ électrique, E pour électrique. Bon, là, il n'y a pas de souci. Par contre, faites attention, notation B. Hein. B pour champ magnétique. Donc action simultanée d'un champ électrique et magnétique B, champ électrique et magnétique, présence des deux champs, d'accord, ces deux champs E et B, d'accord. Et quand on est dans ce cadre d'étude, hein, la force qui s'exerce sur la particule chargée, donc la force qui s'exerce sur la particule chargée, et la force de Lorentz, voilà, et la force de Lorentz, donc là je ne l'écris plus en majuscule, donc je mets un TZ, d'accord. Cette force de Lorentz est définie par, voilà. Donc c'est, on va dire, ouais c'est ça, c'est la seule nouveauté de ce chapitre, d'accord. Cette force, donc une nouvelle force hein, qu'on va rajouter au poids, qu'on va rajouter aux forces de frottement fluide éventuellement, d'accord. On y va, donc F, je vais mettre un F ici, F indice L. Ouais, alors je vais indicer les forces, donc je mets un L donc en bas à droite, L. Ce L est relatif à Lorentz, d'accord, c'est la force de Lorentz ici exprimée en Newton. On va avoir des homogènes hein, AD, MS, MO2. Donc la force de Lorentz, en fait il y a deux composantes. Cette force de Lorentz, en fait, elle est la somme de deux composantes. La première en QE, F égale QE. Alors ça par contre, ça vous connaissez. F égale QE, vous l'avez vu l'année dernière, ça c'est la force électrique. Rappelez-vous, en fait, ce qu'on va faire ce matin, vous l'avez étudié l'année dernière. C'est l'action d'un champ électrique sur une particule chargée. Et cette étude, vous l'avez menée à la suite de l'étude des mouvements dans le champ de pesanteur terrestre. D'accord? À la suite des mouvements paraboliques en mécanique. Pourquoi? Parce qu'on va retrouver une étude de mécanique qui est tout à fait analogue à des coups francs, des turopanines. C'est la même chose. Cette fois-ci, la particule est chargée et soumise non pas à un champ de pesanteur G, mais à un champ électrique E. D'accord? Donc cette composante, en fait, vous l'avez déjà vu l'année dernière, ce qu'on appelle la force électrique. Autrement dit, F égale QE, c'est la composante électrique de la force de Lorentz. Mais c'est pas tout. La particule chargée est également soumise à un champ magnétique. Donc là, il faut rajouter un QV. QV, V dans la vitesse instantanée, V de M dans R. Et attention, là, je vais mettre un produit vectoriel. Vectoriel B. Voilà. Et là, en fait, vous avez l'expression complète, totale de la force de Lorentz. Il y a deux composantes. D'ailleurs, ça, on va le souligner juste après. Donc, F égale QE. Q étant la charge,
La charge, rappelez-vous, un Q égale moins E pour un électron, donc moins 1,6 10 puissance moins 19 coulombs, d'accord? E étant le champ électrique, rappelez-vous, on va le noter après, exprimé en volts par mètre. Donc on retrouve ici Q, la charge électrique, exprimé en coulomb, V, la vitesse instantanée, et le champ magnétique B, exprimé en Tesla. Et ça, en fait, on va juste souligner que cette force de Lorentz, bah, c'est la somme de deux forces, entre guillemets. C'est une force électrique, donc notre F indice E, alors E pour électrique, plus F indice M pour magnétique. Alors ça j'encadre parce que ça c'est le point de départ de toute étude mécanique. Parce que vous allez mettre dans le bilan des forces. Parce qu'en mettant le bilan des forces, il faut la connaître, d'accord? Et là, on va rajouter, je me glisse à droite, ici, voilà, les deux composantes. Ici, composante électrique et magnétique. Donc avec, ici, voilà. Donc j'ai noté F indice E. Donc F indice E égale QE. C'est ce qu'on appelle la composante électrique de la force de Lorentz, autrement dit, la force électrique. D'accord, donc je le tente toute la première fois. Donc ça c'est la composante électrique. Un O. Composante électrique. Voilà. De la force de Lorentz. De la force de Lorentz. Autrement dit, ça c'est la force électrique. Vous avez appelé les dernières la force électrique. Donc des fois également, d'accord, j'appelle également force électrique, c'est plus rapide de dire composante électrique de la force de Lorentz. Ouais, c'est une des deux composantes. La force de Lorentz, je vous rappelle, elle est ici à gauche. Alors que la force dite magnétique, donc la composante magnétique de la force de Lorentz, c'est le deuxième terme, en QV vectoriel B. Donc ce sera Q, V, produit vectoriel par B. Oui, la seule difficulté, elle est d'ordre mathématique, elle est là. C'est un produit vectoriel. La difficulté, elle est là. On va juste faire attention à ça, produit vectoriel. Ici, ce n'est pas un produit scalaire, c'est un produit vectoriel. On retourne un vecteur. Ouais, on retourne un vecteur. Et on a déjà parlé, on le verra en exo, enfin on le verra déjà jeudi. Les trois vecteurs F, M, VB forment ce qu'on appelle un trièdre direct qui respecte la règle de la main droite. C'est comme les bases orthogonales directes. Là on a un trièdre direct. C'est-à-dire que si je mets V selon le pouce, B selon l'index, la direction, le sens de mon majeur va donner la force magnétique. Quand on dit que c'est un trièdre direct, si vous mettez le pouce selon V, l'index selon B, le majeur vous donne la direction de FM. D'accord? La force magnétique, c'est une règle du produit vectoriel. Première chose, pour donner le sens à la direction de vecteur, mais ça on le refera jeudi. Deuxième chose qu'il faut savoir, c'est très important, c'est qu'en effectuant un produit vectoriel, V vectoriel B, le vecteur résultant Fm, vous voyez sur la règle de main droite, Fm, il est perpendiculaire à la fois à V et à B. Ça c'est très important de le savoir, c'est les règles du produit vectoriel. Quand on fait V vectoriel B, le produit vectoriel résultant, donc le vecteur Fm, ici à gauche, il est à la fois perpendiculaire à V et perpendiculaire à B. D'accord? Donc ça c'est à retenir, on le reverra jeudi, mais ça c'est la composante, on va le noter, magnétique. D'accord? Donc composante, ici, magnétique de la force de Lorentz. Composante magnétique de la force, ici, de Lorentz. Voilà, ce qu'on appellera tout simplement voilà, la force magnétique. Voilà, la force magnétique, ici. Voilà. Parapluie de langage, ici, voilà. Alors, quelques petites remarques avant de démarrer l'étude, ici dans un champ électrique. Première remarque. Donc, première remarque, comme on dit, à l'expression de cette force. Donc, c'est une force exprimée en Newton, d'accord? Souvent, dans l'électropie, ce qu'on peut voir, c'est que vous avez du mal à distinguer les champs des forces. La seule force en présence, c'est la force ici de Lorentz, F, ou la force électrique, ou la force magnétique. Les champs électriques et magnétiques ne sont pas des forces, ils sont ce qu'on voit dans le bilan des forces. Vous notez le bilan des forces, poids, force de frottement, champ électrique, champ magnétique. Attention, les champs électriques et champs magnétiques ne sont pas des forces. Il faut multiplier par Q le champ électrique E pour avoir une force.
Et pour passer d'un champ B à une force unique, il faut faire QV vectoriel B. Donc ne confondez pas les forces avec les champs électriques. Ils n'ont pas la même unité, ils n'ont pas la même dimension. Donc on rappelle que quand même, la force de Lorentz est homogène à M, L, T-2. Un peu de dimension, d'accord? Ce genre de rentrée, c'est important de se remettre en tête les dimensions usuelles. Dimension d'une force, MA. Masse ou accélération. Masse ou accélération, ml T-2, d'accord? Donc homogène une force, d'accord? Ici, très bien, et s'exprimant en newton, d'accord? Et s'exprimant en newton. Donc tout ça pour vous dire, ça, on va quand même le noter, c'est très important ici, voilà. Donc les champs, voilà, E et B ne sont pas des forces, ce sont des champs vectoriels. Donc les champs E et B ne sont pas des forces. Je note quand même. Et ça va me permettre de faire les deux autres remarques ici sur les unités des champs électriques et magnétiques. Avoir des ordres de grandeur en tête, c'est important. Donc première remarque, point de départ, ici, on parle du fait que ces champs électriques ne sont pas des forces, d'accord? Donc ils ne vont pas s'exprimer en newton, d'accord? Ici, voilà, donc la première grandeur vectorielle, c'est un champ électrique. Le champ électrique, vous le savez peut-être, on l'a vu en début d'année, c'est le premier chapitre de l'année, introduction S0. Un champ électrique s'exprime en volts par mètre. D'accord? Donc le champ électrique, s'exprime ici en volts par mètre. Voilà. Alors ça, il faut connaître l'unité. Donc volts ici. Voilà, je vais mettre en toutes lettres. Voilà. Volts par mètre. Je mets le symbole entre parenthèses. Voilà. Donc j'écris en toutes lettres et je mets le symbole entre parenthèses, donc en volts par mètre. D'accord? Donc ça, maintenant, il faut ici le connaître. Et en fait, ce volt par mètre, c'est une petite unité. Donc retenez également que c'est ici une petite unité, qui est une petite unité. Voilà. En effet, ce qu'on va retenir, ce qu'il faut retenir, donc on vous demande quand même de connaître, alors c'est pareil, ça c'est important pour les oraux, on peut vous demander l'ordre de grandeur du champ électrique terrestre. Ouais. Le champ électrique terrestre est de l'ordre de 100 volts par mètre. Alors ça, vous allez le revoir l'année prochaine. Ça fera partie d'un gros bloc d'électromagnétisme. L'électromagnétisme, vous allez en faire pas mal l'année prochaine. Et l'étude, le point de départ, c'est ça. L'électromagnétisme, c'est le couplage entre un champ électrique et un champ magnétique. Donc déjà, l'année prochaine, vous allez reparler des ordres de grandeur. Un ordre de grandeur, on va ici noter pour la norme du champ électrique, note E. La norme du champ électrique E, comprise entre 1, donc 1 volt par mètre, entre 1 et 10 puissance 5. Vous voyez, entre 1 et 10 puissance 5 volts par mètre. D'accord? Pour ici, voilà l'ordre de grandeur usuel, pour des champs électriques usuels. Après, ce qu'il faut savoir, c'est le champ électrique terrestre, ici, d'accord? Donc le champ électrique terrestre, ici, voilà, le champ électrique terrestre. Le champ électrique terrestre est de l'ordre de 100 volts par mètre. Voilà, 100 volts par mètre pour ici le champ électrique terrestre. D'accord? Bien. Donc déjà, voilà, ce champ électrique E n'est pas une force, c'est comme en volts par mètre. Le volt par mètre, c'est une petite unité. Usuellement, les champs électriques E, donc je parle de la norme du champ électrique E, comprise entre 1 et 10 puissance 5, d'accord? Et il y a en tête comme l'ordre de grandeur du champ électrique terrestre, d'accord? 100 volts par mètre. Ça, c'est pour le champ E. Pour le champ B, au contraire, le champ B va s'exprimer en Tesla. Vous savez peut-être, Tesla. Le Tesla de symbole T, qui au contraire, un Tesla, c'est déjà beaucoup. Un Tesla, c'est déjà énorme. Bon, vous allez me dire, oui, monsieur, peut-être, au LHC, au CERN de Genève, ici, les champs électriques créés par les électroaimants sont l'ordre de 8 Tesla. Oui, mais là, c'est un cas extrême, d'accord, exceptionnel, d'accord? Mais un Tesla, c'est déjà énorme. Sachez également que la Terre possède un champ électrique naturel, d'accord? Le champ électrique terrestre, vous le savez peut-être, qui est de l'ordre de 10-5 Tesla. 10-5 Tesla, qu'on peut comparer aux aimants. Vous avez peut-être joué avec des aimants quand vous étiez petit, je pense notamment au géomag par exemple. Les aimants, d'accord? Les aimants en ferrite ou éventuellement en néodyme. Le champ électrique est de l'ordre de 10-3 à 10-2, voire même 10-1 Tesla. D'accord? Donc 1 Tesla, c'est énorme. Donc ça, on va le noter ici. Donc dernière remarque. Le champ magnétique.
le champ magnétique B. Le champ magnétique. Voilà. Ici, donc je notais B. Donc s'exprime en Tesla. S'exprime en Tesla. Évidemment, cette unité, vous la retenez mieux que le volt par mètre. Je ne sais pas pourquoi. Alors, le Tesla pour l'unité, ici. Voilà, le Tesla de Saint-Volté, qui est une grande unité par contre. Qui est une grande unité. Voilà, qui est une grande, ici, unité. Qui est une grande unité. Je ferme ma phrase. En effet, voilà, je remets la place ici, juste là. En effet, alors les champs magnétiques usuels seront compris entre 10-5 Tesla, qui est l'ordre du champ magnétique terrestre, et 1 Tesla. On ne va pas prendre le cas exceptionnel ici au CERN, mais on va prendre ici 10-5 Tesla, et on va dire 1 Tesla pour des champs usuels. Bon, pareil, là pour ajouter ici une tour, des champs, ici, des champs électriques usuels. Voilà, usuel. J'insiste bien, une empreinte exceptionnelle qu'on peut voir dans les manips poussées. Donc là, pareil, pour des champs magnétiques usuels. D'accord? Pour des champs magnétiques usuels. Usuel avec un U. Voilà. Donc là, en ordre de grandeur, on va rappeler le champ magnétique de la Terre, qui est de l'ordre de 10-5 Tesla, et quelques ordres de grandeur pour les aimants permanents. Qu'ils soient ici en ferrite ou en néodyme. D'accord? Donc quelques ordres de grandeur. Le champ magnétique terrestre. Le champ magnétique terrestre. Voilà. Et de l'ordre de, donc là je parle du champ magnétique, et de l'ordre de 10-5. Tesla. Donc ça c'est pour le champ magnétique ici naturel de la Terre, 10-5 Tesla. Ensuite l'exemple des aimants, d'accord, ici. Donc pareil le champ ici. Donc pour un aimant, je vais faire comme ça. Pour un aimant en ferrite, donc en ferrite c'est un oxyde de fer, on verra ça en chimie, d'accord, Fe2O3, Fe3O4, dioxyde de fer. L'aimant ferrite, on a un champ B, ici, allez, de l'ordre, allez, 10-2, 10-3, d'accord, tout dépend de l'état de l'aimant, ici, l'aimant ferrite. Vous connaissez peut-être des aimants un peu plus puissants, les aimants en néodyme, le néodyme, alors néodyme, dyme, ici, D-Y-M-E, le néodyme, d'accord. Là, cette fois-ci, allez, entre 10-2, 10-1. Alors, on prend 10-2 Tesla. On prend un aimant en néodyme, 10-2 Tesla. D'accord. Là, pour les ordres de grandeur usuels, c'est ce qu'on va retrouver, on va retrouver en TP, ces aimants, là, ces deux types d'aimants, TP ou TIE. Ça, ce champ magnétique terrestre, également, on peut l'évaluer. On peut l'évaluer ici. Et d'ailleurs, on va le reprendre en fin d'année quand on va étudier les phénomènes d'induction. D'accord. Bien. Alors, après ces remarques, c'est important ici d'estimer finalement. On a cette force, et vous savez qu'en mécanique, on a une force, on peut estimer la puissance de cette force. Alors ça, c'est le chapitre précédent. C'est-à-dire qu'on va reprendre cette notion de force ici, on va estimer la puissance de cette force, donc une puissance mécanique. Vous savez que la puissance de toute force s'exprime par le produit scalaire. Ouais. Donc ça, ce sont les cols de cette semaine, hein, d'accord. La puissance mécanique d'une force, d'accord, est définie par le produit scalaire F scalaire V. Et ici, en fait, si on estime la puissance de la force de Lorentz, on va retrouver un matériau qui est très important. Donc deuxième temps, donc puissance de la force de Lorentz, puissance de la force de Lorentz. Donc ça, on vous demandera souvent de calculer, d'estimer la puissance de cette force, parce qu'en fait, on sera amené ici à conclure quelque chose de très important. D'accord. Vous savez peut-être que seul un champ électrique peut accélérer une particule, alors qu'un champ électrique ne peut que dévier la trajectoire d'une particule chargée, sans lui fournir d'énergie. Donc ça, on le retrouve. Et ça, on le retrouve comment? On le retrouve en estimant la puissance, ici, de la force de Lorentz. Donc cette puissance, elle est définie par le produit scalaire. Donc je vous rappelle, une puissance, elle est définie par le produit scalaire. F
scalaire V. Donc la puissance est définie par le produit scalaire. Alors, comme toujours en mécanique, faites attention ici à vos notations. La puissance P, rappelez-vous, en P majuscule comme ceci, pour distinguer du poids, de la force poids, P égale mg, là c'est une puissance exprimée en watts, donc on note ici la puissance P. Alors la puissance, entre parenthèses, la puissance de quelle force? La force de Lorentz que l'on vient de définir, F indice L. Ok? Cette puissance dépend du référentiel R, donc toujours précisé en bas à droite, on calcule la puissance de cette force F par rapport au référentiel R d'étude. Et elle est définie par un produit scalaire. Le produit scalaire de la force, considéré Fl par un produit scalaire, le vecteur vitesse instantané. Ok. Donc, en dessous, je vais expliciter ce produit scalaire. Donc, la puissance de la force de Lorentz. Alors, ce que je vais faire, je vais mettre entre crochets la force. Parce qu'en fait, la force, rappelez-vous, la force de Lorentz, c'est à deux composantes. Il y a QE, et après, il y a QV vectoriel B. Donc, je vais faire ici QE, enfin, crochet ou parenthèse, c'est pareil, grande parenthèse, QE plus QV vectoriel B. QV vectoriel B. Et tout ceci, n'oubliez pas, ça c'est la force de Lorentz. On a la force électrique, la force magnétique. QE plus QV vectoriel B. Produit scalaire, n'oublie pas le produit scalaire par le vecteur vitesse. Instantané. Ok? Donc je distribue le produit scalaire, d'accord? J'ai deux composantes de force. Donc premier terme, j'aurai QE scalaire V. Donc pareil, que ce soit au tableau ou dans vos copies, incitez bien, écrivez bien ici le point pour bien faire apparaître le produit scalaire entre deux vecteurs. Donc QE scalaire V plus, ici j'aurai un terme, alors je vais mettre une parenthèse, QV, donc j'ai QV vectoriel V, là c'est la force magnétique, on va étudier jeudi, produit scalaire V. Voilà, produit scalaire, ici le vecteur vitesse instantanée. Alors, on a ceci. Alors, je voulais rappeler tout à l'heure qu'on a un produit vectoriel entre deux vecteurs, ici. Donc on a un produit vectoriel entre deux vecteurs. Sachez que ce produit vectoriel entre deux vecteurs vous retourne un troisième vecteur, qui est en fait la force magnétique, un troisième vecteur qui est perpendiculaire à la fois à V et à B. C'est-à-dire que ce que je vais rappeler, c'est que ce vecteur-là, défini par le produit vectoriel V vectoriel B, nous retourne un troisième vecteur qui est perpendiculaire à B. Donc ce vecteur-là doit être perpendiculaire à la vitesse instantanée. Ok. Ça, ce sont les propriétés du produit vectoriel. Donc ça, ce sont les propriétés du produit vectoriel. D'accord? Donc là, le produit vectoriel de V par V me retourne un troisième vecteur perpendiculaire à V. Et qu'est-ce que je fais après? J'effectue le produit scalaire entre ce vecteur-là et le vecteur vitesse instantanée. Donc concrètement, je fais un produit scalaire entre deux vecteurs, ici, orthogonaux. Parce que là, j'ai bien un troisième vecteur qui est perpendiculaire à V. Je multiplie carrément par V. Donc là, j'effectue un produit scalaire entre deux vecteurs orthogonaux. Le résultat du produit scalaire, ici, le résultat du produit scalaire, attention, de ça multiplié scalairement par la vitesse, tout ça me retourne le scalaire 0. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Là, j'ai deux vecteurs multipliés vectoriellement. Ça me retourne un vecteur qui est perpendiculaire à V, que je multiplie finalement par le vecteur vitesse instantanée, me retourne ici le scalaire 0. Conclusion. Voilà. Conclusion. La puissance mécanique de la force de Lorentz dans le référentiel R est égale à quoi? Elle se réduit à un seul terme. Elle se réduit au premier terme, au terme en QE scalaire V. Donc elle se réduit au terme en QE scalaire V. Et ça, c'est quoi ça, ce QE scalaire V? Bah ça, c'est la force électrique produit scalaire, le vecteur vitesse instantanée. Là, c'est la puissance. Ça, c'est la puissance de la force électrique. Ça, c'est la puissance de la force électrique dans R. Donc attention, le E, ici, est relatif à la force électrique. D'accord? Très important. Autrement dit, on va noter après dans le bilan. Autrement dit, on verra, la force magnétique ne trahit pas. Ce qu'on vient de montrer indirectement, la force magnétique ne trahit pas.
On va peut-être le dire explicitement. On vient de montrer que la puissance de la force magnétique est égale à 0. D'accord? Voilà. La force magnétique, ici, ne travaille pas. Raison pour laquelle elle ne pourra pas fournir d'énergie à la particule charge. Elle ne pourra que dévier sa trajectoire. Maintenant, ce qui m'intéresse, c'est une fois que j'ai estimé la puissance magnétique d'une force, là, il y a de fortes chances qu'on vous demande d'appliquer le théorème de la puissance cinétique. Ouais. Donc là, on va appliquer ici le théorème de la puissance cinétique. Donc par application du théorème de la puissance cinétique, alors, qu'est-ce que l'on aura? Alors évidemment, on suppose qu'on a évidemment que cette force-là étudiée dans un premier temps. On s'intéresse à cette force-là. Donc là, rappelez-vous le théorème de la puissance cinétique, on va ici avoir à gauche la dérivée temporelle de l'énergie cinétique. Donc dérivée temporelle de l'énergie cinétique du point M dans R. Donc cette dérivée temporelle est égale à la puissance de la force de Lorentz, ici, dans R. Tout simplement. Et la puissance de la force de Lorentz, ici, elle se réduit à la puissance de la force électrique, qui se réduit finalement à ça, à QE scalaire V. Donc qui est égal à QE scalaire V. QE scalaire V. Voilà. Bien. Bilan, conclusion. À quoi sert d'ailleurs ce théorème de la puissance cinétique? Prendre de colle cette semaine, attention. Attention. À quoi sert ce théorème? Un des intérêts majeurs, c'est qu'il permet d'établir facilement une équation différentielle. L'exemple type qu'on a fait en cours, et certains le retrouveront en colle avec moi, retrouver l'équation différentielle du pendule simple avec frottement fluide en utilisant le théorème de la puissance cinétique. D'accord? Ça se retrouve assez facilement. Le théorème de la puissance cinétique permet d'obtenir l'équation différentielle. D'accord. Alors que le théorème de l'énergie cinétique, on a fait plein d'exos dessus, permet de déterminer la vitesse en un point. Ce ne sont pas les mêmes objectifs. Ça dépend de ce que l'on vous demande dans la question, d'accord, dans l'exercice. Ok? Donc là, il faudra faire très attention. Mais également, il donne une autre information, et là, c'est ce qu'on va exploiter, c'est qu'en fait, il vous donne les variations temporelles d'énergie cinétique. Et là, j'espère que vous le voyez, c'est que ici, la force électrique ici, donc QE, travaille, et selon le signe de la charge Q. Ouais, alors là, il faudra faire attention. Il s'agit d'un proton de charge Q égale E, ou d'un électron de charge Q égale moins E, on va changer. Donc selon le signe de la charge Q, et selon le sens du champ électrique, ouais. Donc là, ça sera une lecture d'énoncé. C'est pas difficile, il faudra bien lire l'énoncé, il faudra bien faire attention à ce qu'on a une charge positive ou négative, et quel est le sens du champ électrique. Est-ce qu'il est selon les x croissants ou selon les x décroissants? Selon le signe de Q, le sens du champ électrique, cette force électrique, elle va soit accélérer la particule, si on a une bonne combinaison au niveau du signe de Q, c'est-à-dire que si le produit scalaire est positif, est-ce que vous voyez, si le produit scalaire, si ce terme de droite est positif, la dérivée est positive. La dérivée temporelle est positive, donc l'énergie cinétique augmente au cours du temps. Donc le champ électrique accélère la particule. Alors là, pour avoir un produit scalaire positif, ici, il faudrait qu'ici on ait une charge positive, et avoir ici un champ électrique E, par exemple, collinéaire à la vitesse V. D'accord? Donc on a ici un moment de droite qui est positif. Sinon, si on a un moment de droite qui est négatif, par exemple, si on inverse le signe de la charge Q pour un électron, dans ce cas-là, on aura ici une dérivée temporelle qui sera négative. Donc on va ralentir la particule chargée. Mais attention, là, il faut prendre un exemple concret. Là, on est tout à fait général. Il faut fixer le signe de la charge. Ça, c'est l'énoncé qui vous dira. Il s'agit d'un proton ou d'un électron, par exemple. Et surtout, regardez dans la base d'études, c'est une base cartésienne, le sens, la direction du champ électrique E. Et après, effectuer le produit scalaire par le vecteur vitesse instantanée. D'accord? Donc, bilan. Ce qu'il faut retenir. Bilan. Voilà. Bilan. Que là, mine de rien, il y a quand même pas mal d'informations à dire. Vous voyez, c'est pas compliqué, ça, vous voyez toujours en colle. La force électrique, elle travaille. Voilà. Alors que la force magnétique ne travaille pas. Donc, la force électrique travaille. Donc, le bilan, ce qu'il faut retenir, ce qu'il faut dire l'oral, colle. La force électrique travaille, déjà. Et, selon le signe de la charge Q, selon
Alors, c'est le signe de la charge Q. D'accord? Et le sens du champ électrique E, donc le signe de la charge et le sens du champ électrique E. Donc là, il faut prendre le cas ici considéré. D'accord? Selon ici le signe de Q et le sens de E, d'accord? La particule chargée sera accélérée. La particule chargée sera accélérée. C'est le cas où la dérivée est positive. Donc la dérivée temporelle d'énergie cinétique est positive. Accélérée ou freinée. Cas contraire, on va freiner la particule chargée, auquel cas la dérivée temporelle d'énergie cinétique sera négative. C'est-à-dire que là, mathématiquement, vous touchez à la norme. On touche à la norme du vecteur vitesse. Donc là, il y a modification de la norme du vecteur vitesse. Ça, je peux retirer. Il y a modification. Donc, il y a alors modification de la norme du vecteur ici vitesse. Donc la norme du vecteur vitesse de la particule chargée. Voilà. Donc là, on accélère dans l'autre. Et là, on est en plein ici dans le thème des accélérateurs de particules. Hein, d'accord? Grâce à un champ électrique E, d'accord? Ici, on peut modifier la norme du vecteur vitesse. D'accord? On va peut-être rajouter ici la force magnétique ne travaille pas, on l'a noté ici, sous forme de puissance mécanique. La force magnétique ne travaille pas, donc deuxième partie de ce bilan, la force magnétique ne travaille pas. Ouais. Très bien. En fait, on va le montrer jeudi, hein, elle ne peut que dévier la trajectoire de la particule chargée. D'accord? Elle ne peut pas lui fournir d'énergie. D'accord? Ça, c'est important. D'accord? Donc, ici, on anticipe un peu le résultat jeudi. Elle ne peut que dévier la particule chargée. Donc, ici, on dévie la particule chargée. D'ailleurs, dans les cyclotrons, vous savez peut-être les cyclotrons, on aura l'action simultanée d'un champ électrique qu'on accélère et un champ électrique qu'on dévie. D'accord? On peut dévier la particule chargée ici sans lui fournir d'énergie. On ne fournit pas d'énergie avec un champ électrique sans lui fournir d'énergie. Voilà. Deuxième et dernier temps de cette partie courte pour ce matin. C'est la deuxième partie du cours finalement. D'accord? C'est l'action finalement. Une fois qu'on a cette force de Lorentz, rappelez-vous qu'il y a deux composantes. Dans le pire des cas, vous aurez l'action simultanée. Dans le pire des cas, vous aurez à la fois un champ E et un champ B. Dans le meilleur des cas, c'est mon plan de cours parce qu'en colle, on va vous demander d'étudier séparément l'action d'un champ électrique et l'action d'un champ magnétique. C'est ce qu'on va faire en cours. Là, on va uniquement ce matin étudier l'action d'un champ électrique sur ici une particule chargée. Donc grande action d'un champ électrique. Ici, action d'un champ électrique. Alors là, on va reprendre ici les hypothèses d'études hein, qu'on avait mises en évidence en introduction. Un champ électrique uniforme et stationnaire. Donc un champ électrique stationnaire, ici, ce qu'on appelle également un champ électrostatique. Un champ électrique stationnaire est qualifié d'électrostatique. D'accord? Donc un champ électrique stationnaire et uniforme sur une particule chargée. Sur une particule chargée. Et vous allez voir, hein, je l'ai dit tout à l'heure, bon, ce que vous avez fait l'année dernière,
on va reprendre ce que vous avez fait en terminale. R au signe Q, la charge électrique, c'est exactement l'étude d'un mouvement par relais. Donc ça fait une bonne révision également de mécanique du point. Donc action d'un champ électrique stationnaire différent sur une particule chargée. On va placer ici le cadre de l'étude, position du problème. Position du problème. Donc là c'est l'énoncé. L'énoncé va indiquer clairement qu'il s'agit d'un électron. Là je prends un électron pour fixer les signes de la charge, notamment pour la nature et la trajectoire. D'accord? Donc si on va étudier ici le mouvement d'un électron. Donc on va noter en toutes lettres comme un sujet de TD. Donc en prenant un électron de masse, donc pareil, si on fait des applications numériques, on va donner les valeurs de masse et de charge. La masse d'un électron, rappelez-vous, on a 9,11, 10 puissance moins 31 kg. D'accord? Donc je mets ici 9,1, 10 puissance moins 31 kg. Donc de masse M et de charge Q. Voilà, ça c'est important, la charge de l'électron. C'est le but de ce chapitre, hein, l'étude des particules chargées. Donc la charge Q, ici je mets en évidence Q égale moins E pour un électron, E étant la charge élémentaire. Donc la charge de l'électron, vous le savez, hein, moins 1,6, donc avec deux chiffres significatifs, donc comme la masse, 10 puissance moins 19 coulombs. Rappelez-vous, la charge électrique, Q, s'exprime en coulombs. La charge Q en coulombs. Donc là je prends un électron, je vous rappelle sa masse, la charge Q, d'accord, c'est important pour placer le contexte. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'injecter dans une zone où règne un champ électrique uniforme et stationnaire. Et en fait, on va l'injecter à T égale à 0. Donc en fait, cet électron, il va entre ici à T égale à 0, donc à un instant pris comme origine des temps. D'accord? Il entre à T égale à 0 au point O, donc à l'origine du repère, au point O. Donc il rentre à T égale à 0 au point O, avec une vitesse initiale. Donc il rentre ici à l'origine du repère, à T égale à 0, avec une vitesse initiale V0. Avec une vitesse initiale V0, que je mets en vecteur, et que je vais indiquer sur le schéma, dans le repérage cartésien. Donc il rentre à T égale à 0 point O, avec une vitesse initiale V0. Cette vitesse initiale V0 fait un angle θ0. D'accord? Faisant un angle, cette vitesse initiale fait un angle θ0 avec l'axe OX. Donc un angle θ0 avec l'axe OX du repère cartésien, parenthèse, parenthèse, d'accord? Donc il rentre au point O avec une vitesse initiale V0, pardon, dans une zone où règne, ici, dans une zone ou dans une région, où règne un champ ici électrique stationnaire uniforme. Donc un champ électrique stationnaire. Alors, là je vais le noter ici. Un champ électrique stationnaire est également appelé champ électrostatique. Électrostatique. Et d'ailleurs, c'est un chapitre que vous allez étudier l'année prochaine, hein, c'est l'électrostatique. En deuxième année, vous aurez un chapitre complet sur l'étude des champs électriques stationnaires. Donc un champ électrique stationnaire, vous voyez, électro, pour électrique, statique. Statique, comme on a vu en électricité, les régimes statiques continus, indépendants du temps, donc stationnaire. Donc on règne un champ électrique stationnaire et uniforme. Voilà. Et uniforme. D'accord. Tel que, donc là je donne l'expression vectorielle. Hein. Vous voyez, là il faut le sens et la direction du champ. On ne pourra rien faire, hein, évidemment. Tel que E, donc un champ électrique E, égale moins E selon les grecs. Voilà. Là on vous donne, on le verra sur le schéma, sens et direction d'un champ électrique uniforme et stationnaire. D'accord? Alors, vous allez me dire, oui, mais comment on crée un champ électrique, ici, uniforme et stationnaire? Un moyen très simple de créer ici ce champ électrique qui ne dépend pas de la position du point, qui ne dépend pas du temps, d'accord, c'est lorsqu'on se place à l'intérieur d'un condensateur plan. Vous savez ce qu'est un condensateur plan? Ce sont deux armatures planes, ici parallèles, séparées par un fil électrique, d'accord, où chacune des deux armatures porte des charges électriques opposées. Donc là, on peut marquer entre parenthèses, on peut vous demander encore comment vous créez un champ électrique uniforme et stationnaire. Vous dites on se place à l'intérieur d'un condensateur plan. Donc notez qu'un champ électrique, donc je note en rouge, c'est important de le savoir quand même,
un champ électrique uniforme et stationnaire. Ça également, c'est la culture générale, ici. Un champ électrique. Donc important, il faut qu'il y ait ces deux hypothèses, un champ électrique uniforme et stationnaire, d'accord, peut être créé. Donc c'est une possibilité, hein, peut être créé, d'accord, à l'intérieur. Donc on se place entre les deux armatures planes, à l'intérieur d'un condensateur plan. Donc rappelez-vous, condensateur plan, IC égale C dUC sur dt. Petit rappel les règles, d'accord. IC égale C dUC sur dt, convention récepteur ou générateur selon la charge ou décharge du condensateur. Donc ici, à l'intérieur d'un condensateur plan, ici. Voilà. Donc, une façon de créer un champ électrique uniforme et stationnaire. Donc ça, pareil. Vous aurez un chapitre complet prochain. Vous avez passé quel jour ou 3 semaines d'études électrostatiques et étudier des distributions de charges pour estimer les champs ici électriques créés. On a un problème de l'espace. Bon. Ici, là, c'est pas le but de cette année. Ce qu'on va faire ici, c'est simplement étudier l'action d'un champ électrique sur une particule chargée, d'accord, mobile. Et là, il faut faire le schéma. Ouais, faut faire le schéma, on a tout ce qu'il faut. On va le faire là, ici, en haut à gauche. Là, donc, ici, repérage cartésien. Alors, pourquoi repérage cartésien? On m'impose un champ électrique selon moins E. Donc, l'origine O. Donc, l'électron rentre en ce point-là, avec une vitesse initiale V0, faisant un angle θ0 avec l'axe OX. Donc, l'élément X, Y, les vecteurs unitaires de la base cartésienne. Donc, EX, EY. Ce que je vais placer, c'est voilà, le vecteur vitesse initiale. Ici. Alors ça, c'est uniquement la vitesse à t égale à 0. Et ce vecteur vitesse initiale fait un angle θ0 avec l'axe horizontal. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la particule chargée, ici, on l'injecte à l'origine du repère à t égale à 0. Elle possède une vitesse initiale V0, faisant un angle θ0 avec l'axe OX. Et elle rentre dans une zone où règne un champ E. Le champ E est dirigé comme ceci. Voilà. On a un champ électrique E selon moins EY. Donc la norme, le sens, la direction du vecteur. D'accord? Voilà. Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est que dans la plupart des exos, on va vous parler de vide poussé. On réalise un vide poussé de l'ordre de 10-4 Pascal, ce qu'on fait en laboratoire, pour limiter les interactions entre la particule chargée et les molécules de l'air. En fait, on va limiter les frottements fluides. Ce qu'on veut, c'est limiter, minimiser l'action des frottements de l'air sur la particule chargée, parce qu'une fois qu'elle rentre dans cette zone où il y a un champ E, il y aura des interactions, c'est un proton, c'est un électron, il y aura des interactions, des collisions avec les molécules du milieu hôte, et en fait, on va réaliser un vide poussé. Et ce vide poussé aura pour effet, finalement, de limiter les interactions entre cette particule chargée et les molécules de l'air ambiant. D'accord? Donc, ça, on va le noter également, on réalise un vide poussé. On réalise un vide poussé. Alors, pareil, ordre de grandeur. Alors, oui, j'aime beaucoup d'ordre de grandeur, beaucoup de valeur, parce que c'est quand même un domaine mécanique qui est quand même très appliqué, très orienté recherche. Vous voyez, l'accélérateur des particules, c'est la physique des particules, c'est un domaine de recherche ici comme ultra pointu. Donc il y a beaucoup d'applications, et quand on parle de vide poussé, pareil, de l'ordre de 10-4 Pascal, ici, donc de l'ordre de 10 puissance moins 4 Pascal, d'accord? Donc ce vide poussé, d'accord, on réalise un vide poussé qui permet de limiter les interactions entre la particule chargée. Alors limiter ou minimiser, d'accord? Limiter les interactions entre la particule chargée, donc ici l'électron, donc la particule chargée étudiée, voilà, la particule chargée en mouvement dans un champ électrique, voilà, et les molécules de l'air ambiant, voilà, et les molécules d'air. Alors, c'est important. En fait, on néglige frottement fluide. C'est-à-dire que dans le bilan des forces, si on dit ça, on réalise un vide poussé, dans le bilan des forces, vous allez négliger frottement fluide. Donc, on néglige, en fait, les frottements fluides. Donc, l'action de l'air, c'est ça, hein, les frottements fluides, l'action de l'air sur le système étudié. Donc, ici, l'action de l'air sur la particule chargée. Voilà, donc on néglige les frottements fluides.
Bon, bah là on peut y aller, on peut traiter ici l'aspect dynamique finalement du point. Demain on abordera une étude énergétique qui est complémentaire à l'étude dynamique. D'accord? Donc petit 2, c'est ça, position du problème 1. Petit 2, étude dynamique. Petit 2, étude dynamique. Alors, dans cette étude dynamique, on va procéder à une étude dynamique, bien, système référentiel bilan des forces et principe fondamental de la dynamique. Là, ouais. Quand on vous dit clairement, voilà, par une méthode dynamique, c'est utiliser le PFD. Par une méthode énergétique, wow, c'est un peu plus complexe. Hein. Par un bilan énergétique, une méthode énergétique, c'est un peu plus parce que vous avez le choix entre les théorèmes. Là, c'est à vous de voir. Est-ce que vous avez utilisé le théorème de la puissance cinétique, qui permet d'établir assez rapidement une équation différentielle? Le théorème de l'énergie cinétique, déterminer la vitesse d'un point M, vitesse en un point de la trajectoire. Théorème de l'énergie mécanique, ouais, ça peut être intéressant dans le cas où le système est conservatif, où il n'y a pas de force non conservative, où il y a des forces non conservatives, mais elles ne travaillent pas. Donc là, faites attention à ces trois théorèmes. Il faut les connaître et savoir à quel moment les appliquer. Là, l'étude dynamique, c'est simple. C'est plus simple. Parce que là, vous avez uniquement, vous voyez, un principe fondamental de la dynamique à appliquer. Alors, le système, c'est une particule ponctuelle, ouais, de masse m. Vous voyez ce que j'ai rajouté? La charge. Q égale moins 2. Je rajoute cette information-là dans le système étudié. Voilà. Il s'agit d'un électron. Quand j'écris ça, je sais, ici, je l'ai noté avant, d'accord, il s'agit d'un électron de masse m et de charge Q égale moins 2. L'étude est menée dans le référentiel terrestre supposé Galiléen. Un repérage cartésien s'impose naturellement, de toute façon on donne souvent le schéma dans l'énoncé. D'accord, en repérage cartésien. Ici dans le plan X ou Y. D'accord, bien. Et ensuite le bilan des forces. Le bilan des forces. Bilan ici des forces qui précède la deuxième loi de Newton. Alors, bilan des forces. Alors, là je regarde, tout est là. J'ai une masse M, une masse petite m, donc là, P égale G. P égale G. Ensuite, j'ai charge Q. Charge Q, ici, donc un électron en mouvement dans un champ électrique. Force électrique, ouais. Il n'y a pas de force magnétique, parce que là, il n'y a pas de champ magnétique. Il y a uniquement un champ électrique. On dit ici séparément les deux cas d'étude. Il y a simplement un champ électrique, donc je vais uniquement étudier la force électrique. Donc, première force, le poids. Le poids de la particule chargée. P égale mg. Bon, G des verticales descendants, tout comme E d'ailleurs. Donc ça fait ici moins mg selon EY. Je projette dans la base cartésienne. D'accord? Le poids de la particule chargée. Bon, on laisse pour l'instant, on va voir ce qu'il en est après. La force électrique, on ajoute après la force électrique, donc ce qu'on appelle la composante électrique de la force de Lorentz, donc le F indice E. F égale Q. F égale Q. Alors n'oubliez pas, un vecteur à gauche, un vecteur à droite. Force électrique, QE. Q, la charge, E, le champ électrique. Maintenant, faites attention, Q égale moins E. Donc, je remplace Q par moins E. Attention. E, petit e, la charge élémentaire, grand E, le champ électrique. D'accord? Donc, je remplace Q par moins E, et après, ce que je fais, je remplace ici le champ électrique E par moins E selon Y. Donc, attention, je vais une fleur qui vient différencier. Moins E selon Y. Donc là, j'aurai moins plus, donc j'aurai Y. Donc, expression finale, hein. E selon Y. Voilà. Ça, c'est l'expression de la force électrique. Donc, le produit de la charge élémentaire par le champ électrique E. Attention, là, on a des coulombs, là, on a des volts par mètre. Coulomb, volts par mètre. Pour avoir des newtons. Force électrique, et après, pas de frottement fluide. On l'a dit tout à l'heure, on l'a écrit là juste à l'instant. Voilà, on néglige. Ici, les frottements fluides. Bien. Alors, question classique sur un tel sujet à l'écrit. La question qu'on pose souvent, voilà, est-ce que le poids a une influence sur le mouvement de la particule chargée? Voilà. Question qu'on pose, et que je vais d'ailleurs noter ici, voilà, le poids a-t-il une influence? Le poids
a-t-il une influence sur le mouvement de la particule chargée? Et c'est cette question que je vous ai posée d'ailleurs la dernière. D'accord? Juste après avoir étudié le mouvement dans le champ de pesanteur terrestre supposé uniforme, tiens, c'est pareil, vous vous êtes posé la question, est-ce que cette force, est-ce que ce poids a une influence sur le mouvement d'une particule chargée dans un champ électrique? Sur le mouvement de la particule chargée. D'accord? Ici, pareil, hein, particule chargée, elle est soumise à E. Elle est soumise au champ E. Alors, soumise au champ. Voilà. Bon, je reprends. Voilà. Question type. Voilà. Là, je peux passer. Voilà. Parce que le poids P égale mg, qu'on a inclus d'ailleurs dans le bilan des forces, hein, je ne l'ai pas supprimé d'ailleurs, je vais le faire après. Vous le savez, hein, vous l'avez vu les dernières, vous savez que le poids dans cette étude, on ne va pas tenir compte du poids. Est-ce que vous vous rappelez comment vous avez procédé l'année dernière pour finalement montrer qu'effectivement le poids n'a pas d'influence sur le mouvement de la particule chargée? D'ailleurs qu'il s'agit d'un proton, d'un électron en mouvement dans un champ électrique ou magnétique, on ça je le dis, le poids n'aura pas d'influence. Comment vous l'avez montré? Et ça, je vous rappelle, ça fait suite à l'étude sur les mouvements balistiques. Donc les mouvements ici sur le panneau, le courant, etc. Comment vous avez fait? Oui, en comparant avec l'électrique. Ouais, très bien. Et ça, vous ferez souvent ça l'année prochaine. L'année prochaine, nous, pour l'instant, ce qu'on fait, on prend toutes les forces. Il n'y a pas de problème. À partir de maintenant, vous voyez, ce semestre 2, on va commencer à réfléchir en bilan des forces. Est-ce qu'il n'y a pas des forces qui prédominent par rapport à d'autres? Et d'ailleurs, de toute façon, souvent, on va vous guider. Hein. Le poids est une influence sur le mouvement de la particule chargée. En fait, on va comparer les forces. Mais quand on compare les forces, on va comparer en normes. On va comparer en normes. Et en physique, pour comparer en normes, savoir si une force est prédominante devant l'autre, d'accord? Ce qu'on va faire, c'est faire le rapport des normes. Si on fait le rapport des normes, finalement, d'abord, on se sent très bien si on fait le rapport des normes, on aura l'information sur finalement le poids relatif d'une force par rapport à une autre. Donc là, ce qu'il faut faire, vous faites comme vous voulez, hein, vous pouvez calculer séparément les deux termes, faire le rapport ensuite. Moi, ce que je fais directement, c'est faire le rapport des normes tout de suite. Donc le poids est une influence, non, vous l'avez vu les dernières. Dans ce cas-là, on effectue le rapport des normes. Donc en effectuant le rapport des normes, ici, en effectuant le rapport des normes des deux forces, en effectuant le rapport des normes, qu'est-ce que l'on obtient? Ce que je fais, c'est simple. C'est la norme du poids. Donc voilà, je compare. En fait, c'est ça. On compare deux forces, on peut faire le rapport des normes sur la norme de la force électrique. Ok. Alors, on y va. Donc le poids, la norme du poids, c'est mg. mg, ouais. La norme de la force électrique, alors faites gaffe, attention. Là, je vais mettre Q. Je vais mettre Q ici, QE. On va juste faire attention de prendre la valeur de Q. Surtout ici, c'est un électron. D'accord? Rapport des normes. Donc là, on prend la valeur absolue de la charge électrique pour avoir ici simplement, ne pas avoir de signe moins, de rapport des normes. D'accord? Des vecteurs. Ce qu'on va faire, on va résoudre en ordre de grandeur toutes les données de rayon C. On avait tout écrit. Alors, l'ordre de grandeur d'une masse en 9,11 10 puissance moins 31. L'ordre de grandeur, c'est 10 puissance moins 30 kg. Donc là, en ordre de grandeur, je raisonne en ordre de grandeur. Donc là, ce que je fais, je donne des ordres de grandeur. D'accord? Donc je raisonne en ordre de grandeur. 10 puissance moins 30 kg pour la masse. G, bon, G c'est 10, hein. 9,81 mètres secondes moins 2, on va prendre G égale à 10. Bon, ça tombe bien ici. La charge Q en valeur absolue, donc ça fait valeur absolue de moins E, ça fait plus E. Et plus E, ça vaut 1,6 10 puissance moins 19 coulomb, ça reste 10 puissance moins 19. Ici. Le champ électrique, E, je le laisse. E, je le laisse pour l'instant. J'y touche après. Parce que ce que je vais faire, bah, ça tombe bien, parce que là j'ai 10 puissance moins 30 fois 10, ça fait 10 puissance moins 29. Et là j'ai 10 puissance moins 19. Bah, ça tombe bien. Donc il va me rester un 10 puissance moins 10 au numérateur. Donc là au numérateur j'ai un 10 puissance moins 10 divisé par E. Et c'est là que ma remarque intervient. Rappelez-vous, quand je fais la remarque sur les intensités du champ électrique, hein, là c'est là qu'il faut se rappeler qu'un champ électrique usuel est toujours supérieur à 1 volt par mètre. Rappelez-vous, le volt par mètre, ici, c'est une petite unité. C'est-à-dire que les champs électriques usuels sont toujours supérieurs. On peut se contenter de dire que E est supérieur à 1 volt par mètre. Ça, c'est très important. Donc, on va le rappeler ici. Voilà. Donc, dire que, ici, pour des champs électriques usuels,
pour des champs électriques usuels. E supérieur à 1 volt par mètre. Donc E supérieur à 1 volt par mètre. Si j'ai ça, je divise par une quantité qui est toujours supérieure à 1, strictement. C'est-à-dire que le rapport est inférieur à 10-10. Après, je m'en fiche, je vais te la valoriser. Ce que je veux, c'est un rapport en ordre de grandeur. On a donc on a ceci, ce qui implique un rapport des normes des forces, ce qui implique, voilà, la norme du poids sur la norme de la force électrique. Bah, cette fois-ci, j'aurai distance moins 10 divisé par quelque chose qui est toujours supérieur à 1, donc ce sera inférieur à 10 puissance moins 10. Et d'ailleurs, attention, cette distance moins 10 n'a pas d'unité. On effectue le rapport de deux forces. Donc à droite, on n'a pas d'unité. C'est-à-dire, alors qu'on a ça en physique, on a ici la distance moins 10. Alors distance moins 10, vous allez me dire, bon, c'est quoi? C'est si un dixième de milliardième, d'accord, au niveau des rapports des normes des forces. En physique, ce qu'on note, c'est que finalement, ça sur ça, en fait, on transforme ceci en quoi? On fait ceci, négligeable devant 1. Tout le monde est d'accord? Si c'est inférieur à 10 moins 10, c'est inférieur à un dixième de milliardième. C'est bien négligeable. Très très inférieur à 1. Donc ça c'est négligeable. Ça permet d'écrire quoi? Donc si on fait repasser ça à droite, la norme du poids, voilà, ce que je vous ai montré dernière, la norme du poids est négligeable devant la norme de la force électrique. Voilà. Donc ça, ici, très important, d'accord? Conclusion, le poids de la particule chargée, ici, est négligeable en norme devant la force électrique. Donc ça, alors ça on vous demandera quasiment toujours de le montrer en colle ou en exo, donc bilan. Attention, il s'agit du mouvement d'une particule chargée dans un champ électrique. Donc le poids de la particule chargée est négligeable. Donc le poids de la particule chargée, donc ici un électron, est négligeable devant la force électrique. Alors quand on dit négligeable, c'est négligeable en norme, on vient de le montrer. Devant la force électrique. Voilà, bilan de ce bilan des forces. Bah, il reste une force. Il n'y a pas de frottement fluide, le poids est négligeable en norme, il reste que la force électrique. Donc dans le bilan, dans la deuxième loi de Newton, on peut écrire, toujours dans cette étude dynamique, principe fondamental de la dynamique, bah, il ne me reste plus qu'une seule force, telle que MA. MA égale la résistance des forces extérieures, MA égale la force électrique. Donc là, masse fois l'accélération égale la force électrique. Voilà. Ici. Sachant que cette force électrique, on a vu, égale QE, Q égale moins E égale moins E selon Y. Ça fait EE ici selon EY. D'accord, directement. Donc on a E selon EY. Donc il n'y a qu'une seule force en présence, la force électrique. D'accord. Et d'ailleurs, voilà. Souvent, ce qu'on vous demande de montrer que le mouvement ici s'effectue, c'est un mouvement à accélération constante. Vous vous rappelez cette question? Vous faites quoi? Vous divisez par la masse m, les deux membres de l'équation. Vous allez montrer ceci, que l'accélération de la particule chargée, on vous demande de montrer que ce vecteur est une constante vectorielle. Bah, je divise par m, le membre de droite. Donc on aura EE sur m fois EY. Ouais. Bah, je regarde, la charge élémentaire c'est une constante, super. Le champ électrique E, il est constant, en norme en direction, pourquoi? Il est uniforme et stationnaire, ouais, ça faut bien vérifier. La masse de l'électron est constante, le vecteur EY, bon, c'est une base cartésienne, donc fixe, constant, donc tout est constant. Constant vectoriellement, voilà. Donc là on a une constante vectorielle. Voilà. Donc là, conclusion, voilà, il s'agit d'un mouvement à accélération constante. Voilà. Tout comme le mouvement dans le champ de pesanteur terrestre, avec une vitesse initiale V0. Il s'agit d'un mouvement à accélération, ici, constante. Voilà. Ensuite, ce
on va vous demander pour cette étude dynamique équation horaire, équation de trajectoire. Voilà. Votre étude dynamique, après on va aller un peu plus loin évidemment, hein, comme dans l'exemple du tir au panier, quelle est la condition sur l'angle θ0 pour que ici le tir soit effectivement marqué. Bon, mais là-bas c'est ça. Une fois que vous avez ça, d'accord, ça va vous faire penser à un écran, d'accord, équation horaire, équation de trajectoire. Il s'agit de la famille des mouvements à accélération constante. Mais attention, pour y arriver, c'est pas direct, il faut quand même négliger le poids. Là, on néglige le poids devant la force électrique, ici dans ce chapitre. D'accord? Bien. Donc on y va, équation horaire, équation de trajectoire. Alors ce que vous faites pour les équations horaires, c'est cette équation vectorielle, vous la projetez dans la base cartésienne. Alors base cartésienne est prévue à 3 dimensions. Donc je reprends notation ici en vecteur colonne pour bien faire apparaître finalement les composantes selon x, y, z. Donc on projette ceci, d'accord? Donc dans la base cartésienne, ici, dans la base cartésienne, voilà, la relation précédente s'écrit. Alors je ne l'ai pas numérotée, mais je peux la numéroter. Donc c'est équation 1. Donc la relation vectorielle, 1. Alors c'est écrit comment? Donc la faible gaffe, n'oubliez pas, ici, directement. Donc on a, alors, ici je divise par m, donc c'est bon, donc j'ai x point point, y point point, z point point, à gauche. Donc là, ici, notation comme ceci. Voilà. Donc x point point, y point point, voilà. Voilà, notation matricielle, une colonne, 3 lignes. D'accord, x point point, y point point, z point point. Je reprends ceci. Et là, bah, je vais avoir une seule composante selon y. Donc selon x, j'ai 0. X, j'ai 0. Selon y, j'ai E sur M. Voilà. Et selon Z, j'ai 0. Ok. Ça, on a les composantes de l'accélération à tout instant en coordonnées cartésiennes. Ok. Maintenant, ce qui suit ne doit plus vous poser de problème. D'accord? C'est les débuts de la dynamique. D'accord? Vous allez intégrer une fois et deux fois par rapport au temps, mais n'oubliez pas à chaque fois. Même si c'est 0. Hein. Ici, vous devez donner les constantes d'intégration K1, K2, K3, etc. Donc n'oubliez pas à chaque fois, ici, d'avoir ici les constantes d'intégration. Donc virgule, voilà, par intégration successive, on obtient. Voilà. Donc par intégration successive, donc on obtient d'abord, alors pas rien, d'abord les composantes de la vitesse, ensuite composantes du vecteur position. Donc on y va pas à pas, on y va, je mets en dessous, x point, attention, x point, y point, z point. Voilà. Alors, je vais doucement, ici 0, j'oublie pas ici, quand je vais primitiver, de donner une constante. Je l'appelle K1, ne l'oublie pas, K1. D'accord? Ici, pour y point, je prends la constante, E sur M. J'oublie pas que j'intègre par rapport au temps, et pareil, même si j'intègre par rapport au temps ici, n'oublie pas, plus K2. Ici, K3. Troisième. Alors ce que je fais directement maintenant, bon, on l'a déjà tellement fait, je donne directement les valeurs de K1, K2, K3. D'accord? Voilà. Pour gagner du temps. K1. Alors K1, il faut bien regarder ce qu'elle représente. K1, c'est la composante de la vitesse selon x. K1 se détermine grâce aux conditions initiales. Est-ce qu'il y a initialement une vitesse selon x? On regarde. Ah ouais, je ne l'ai pas noté. Je ne l'ai pas noté, je ne l'ai pas fait. Mais je vais le faire maintenant, c'est pas grave, ça tombe bien en plus. Ça tombe très très bien. Regardez ce qu'on va faire. Tac, 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 tac. Ouais, bah, quand vous avez ça, c'est comme pour le mouvement d'un champ de temps, vous allez projeter le vecteur vitesse initiale. Ici, ce qu'on peut dire, alors c'est un peu de place en dessous de votre schéma, pour venir sur le schéma, ou en marge de votre schéma, vous pouvez noter le vecteur vitesse initiale, G0, que je note ici. Ce que vous devez faire, c'est le projeter dans la base cartésienne. Bon là, il n'y a aucun problème. Hein. Vous le projetez selon x et y, donc ça fait V0 cos θ0 selon EX plus V0 sin θ0 selon EY. Voilà. Une fois que j'ai ça, ben voilà, j'ai ma constante K1. K1 où est-elle? Elle est là. V0 cos θ0. C'est la composante de la vitesse initiale selon l'axe OX. Donc là, j'ai V0 cos θ0. D'accord? K1 pour V0 cos θ0. Ensuite, je continue. E sur M. T. Est-ce qu'il y a une vitesse initiale selon l'axe OY? Oui. Oui, oui, oui. Tout à fait. Déjà, Ouais. sin θ0,
est à 0. Ouais, V0, sinus est à 0. Je reprends les mêmes couleurs pour bien montrer que c'est lié à la vitesse initiale. Est-ce qu'il y a une vitesse initiale selon Z? Non. Voilà. Alors éventuellement, on peut rajouter, voilà, pour justifier, compte tenu des, toujours la même phrase, hein, des conditions initiales. Compte tenu des conditions initiales. Ok. Donc ça, c'est pour la vitesse instantanée en coordonnées cartésiennes. J'en déduis finalement les équations horaires, hein, qui sont en fait les coordonnées du vecteur position, donc d'où. Voilà, dernière étape, x, y, z. Donc je pars de ceci. Alors attention, V0 quand c'est à 0, c'est une constante, produit de deux constantes. Hein, d'accord? Je dis pas parce que j'ai pu voir en colle ici avant les vacances, ça c'est constant, et ça c'est constant. D'accord? Ne m'intégrez surtout pas le cos est à 0 par rapport au temps. D'accord? Surtout pas. C'est une constante. Donc, ce que vous faites quand vous allez donner une primitive, ça sera cette constante-là, fois le temps, plus on arrivait à K4. D'accord? Donc surtout, ne dites pas que je vais primitiver par rapport à θ0. θ0 ne dépend pas du temps. D'accord? Ce n'est pas une position angulaire. C'est un angle ici que fait le vecteur de vitesse initiale à t égale 0. D'accord? Donc ça fait V0 cos θ0, donc la constante, fois t, ouais, plus on arrivait à K4. Ok. Ensuite là, attention, là il y a du t carré sur 2 qui intervient. Donc je mets 1,5. Donc je mets en évidence ce qui change, hein. Vraiment. Comme 1,5 EE sur M, on a un t carré. Plus, bon ce qui change, j'ai dit je mets en couleur, bon, je sais pas ici. V0, ouais. Sinus. T à 0, T, plus K5. Ouais. K5, là c'est un T. Ouais. Et la dernière, K6, ouais. Sauf que K6, il faut regarder ce que vaut K6. Hop. Donc là je vais mettre ici. Enfin, K6, K4, K5 également. K3 constante là. Voilà. Et donc là pareil, K4, K5, K6 sont liés aux valeurs initiales. Les X, Y, Z donc liés à la position initiale. Mais là vous savez que l'électron rentre ici, au point origine, à t égale 0. C'est-à-dire qu'en fait, on l'injecte à l'envergure paire de coordonnées 0, 0, 0. Donc à t égale 0, x vaut 0. Donc vous aurez 0 égale V0 cos θ 0 fois 0 plus K4, K4 égale à 0. Donc il nous reste un seul terme. En V0, cos θ 0 t. Pareil, y en 0 vaut 0. 0 égale ça fois 0 carré plus ça fois 0 plus K5. Donc K5 égale à 0. Donc là, je vais 1,5 de EE sur M t carré plus V0 sinus θ 0 plus 0 K6 0. Pareil, compte tenu, allez on note, qu'on va faire une rédaction complète, compte tenu des conditions initiales du problème. D'accord? Une fois qu'on a ça, on peut réécrire sous forme d'un système de 3 équations, les 3 équations vraies. Alors c'est bon, mais c'est juste pour réécrire, voilà, ici de manière un peu plus explicite, les équations horaires. Donc ça c'est bon. Donc d'où les équations horaires du mouvement, équations paramétriques, d'où les équations ici horaires du mouvement, donc sous forme x de t égale, y de t égale et z de t égale. Alors, on va avoir la première, x de t vaut v0 cos θ 0 t. Ouais, bien. Ça, on a déjà rencontré. Ça traduit un mouvement rectiligne uniforme selon OX. Ça traduit un MRU. Donc j'écris ici directement. Hop. Une abréviation mouvement rectiligne uniforme selon l'axe OX. Ouais. Ça, c'est un mouvement ici, d'accord, directement rectiligne uniforme selon OX. Selon Y de t, l'équation horaire, elle est en 1,5 EE sur M t carré plus V0 sinus θ 0 p. Ouais. Alors ça avec le signe plus, ça sera un mouvement rectiligne uniformément accéléré selon OY. Donc mouvement rectiligne uniformément, alors je vais mettre V, mais en fait il sera accéléré ici selon OY. Rappelez-vous au chapitre 1, cinématique, un mouvement rectiligne uniformément
ici varier, soit l'accéléré, soit ralenti, selon le signe, ici, position 1. Z de t égale à 0 pour tout t. Ça veut dire que le mouvement est plan. On trouve une caractéristique, mouvement plan, contenu dans le plan x ou y. Donc mouvement plan, contenu dans le plan x ou y. Donc j'avais ici, voilà, que le schéma à 2 dimensions, on a un mouvement plan. Donc j'avais numéroté mes équations. Équation 1, c'était l'équation vecteur du PFD. Donc là, je peux faire équation 2, équation 3, équation 4. Alors, dernier point sur ça. Une fois que vous avez les équations horaires, équation de trajectoire de la particule chargée soumise à un champ électrique uniforme et stationnaire. Là, vous avez une équation horaire, y de t. Vous allez réécrire y de t en y de x, compte tenu de l'équation 1. Donc, compte tenu de 1, vous allez isoler t. Rappelez-vous toujours la même chose hein, pour ce type d'exemple. T égale x sur v0 cos θ 0 qu'on injecte dans ceci pour passer d'une fonction horaire, variable temporelle, à une fonction à variable spatiale y de x pour avoir une équation de trajectoire. D'accord? Donc, compte tenu de 1, donc compte tenu de l'équation 1, voilà, qui nous donne finalement t égale, donc là, on va positionner le t4 ici, compte tenu de 1, donc t vaut x sur v0 cos θ 0, on en déduit l'équation de trajectoire, on en déduit l'équation de la trajectoire gamma. Ici, toujours pareil, hein, de la particule chargée. Donc ici, une fonction y de x. Donc l'équation ici de la trajectoire. Donc ici, j'ai tout là. Alors. Donc on aura y, cette fois-ci de x. Y de x, donc je remplace t par x sur v0 cos θ 0. Donc on aura 1 demi t e sur m. Le t carré de x2 sur v0 carré cos carré θ 0. D'accord? C'est pour le premier terme en 1 demi de e sur mt carré. Plus, alors, v0 sin θ 0t. Donc v0 sin θ 0t. Ça fait v0 sin θ 0 fois x sur v0 cos θ 0. Les v0 simplifient au numérateur et au dénominateur. Il va nous rester du sin θ 0 sur cos θ 0, c'est tangente θ 0, fois x. Donc là, je note directement, connaissez le tangente θ 0x. Voilà. Faites attention au signe plus. Ici, il y a un danger pour vous. C'est sur le graphe, d'accord? Parce que cette fois-ci, on aura une fonction qui sera convexe. Vous avez toujours l'habitude de P1 de tracer des fonctions à x2 plus x avec a négatif, des fonctions concaves, donc ça donne ça. Là non, ça donne ça, fonction convexe. Donc là on a une fonction qui est convexe avec le signe plus devant. On a une fonction qui est convexe. Fonction qui est convexe. Donc ça va changer la nature de la trajectoire gamin, d'accord? Ça ne sera pas ceci, on n'aura pas cette forme-là, on le verra après. Fonction convexe, c'est-à-dire que ici, attention, le signe plus est obtenu grâce à quoi? Au fait qu'on avait ici du Q négatif et E selon moins E, Y. Ouais, mais il faut changer le signe de la charge. Vous allez avoir ici un A de signe opposé. Donc attention, la nature, la grande différence, ça on vous l'a dit également l'an dernier, hein, la grande différence avec le mouvement tir balistique, sans frottement, c'est ça. C'est que la nature de la trajectoire dépend du signe de la charge. Là, on le voit ici avec le Q, ici, directement. Donc la nature de la trajectoire dépend du signe de la charge. La nature de la trajectoire, ici, gamma, nature de la trajectoire dépend. Alors la nature, attention, la nature convexe ou concave, hein, d'accord, on ne change pas, ça reste sur un arc de parabole. Mais cet arc de parabole, soit il est convexe, soit il est concave, d'accord, dépend du signe de la charge Q. Dépend des signes de la charge Q. Et ça, c'est la grande différence
différence avec les, rappelez-vous, les tirs balistiques. La grande différence avec la mécanique, je le répète ici, je le note. D'accord? Alors nous, pour un électron, ici il nous faut une fonction convexe, donc un arc de parabole avec une fonction apostrophe, c'est un puits parabolique, hein. C'est un puits parabolique, ça va donner quoi? Alors si vous faites attention, c'est pour ça que j'ai placé mes vitesses initiales zéro comme ceci. Je ne l'ai pas trop mise là. Je ne l'ai pas trop incliné, d'accord? Je n'ai pas mis un angle θ0 trop important, parce qu'en fait votre trajectoire, elle sera, attention, la vitesse initiale est tangente, alors je vais uniquement à t égale 0. Donc ici, V0 est tangent déjà en t, donc ça va faire ceci. Voilà, un arc, ici, comme celui de parabole, tel que vous voyez. Bon, ceux qui sont au fond ne voient pas forcément beaucoup, d'accord, désolé, mais pour une fois, ici je le fais bien. La trajectoire envers gamma, ici, d'accord, le vecteur vitesse initiale V0 est tangent à gamma uniquement à t égale à 0. La fonction est convexe, ça c'est un puits parabole, un puits parabolique, hein, d'accord? Vous avez un signe plus qui est devant, c'est une fonction qui est convexe et non concave, d'accord? Par contre, si vous avez ici un proton, alors ça c'est trajectoire, attention, pour un électron. Est-ce que je peux le faire sur lui-même? Ouais, je pense que c'est faisable sur votre champ. Ouais. Sur le même champ, il a la place, on peut le faire, non, pas surchargé. Vous allez faire en pointillé la même forme de trajectoire, mais pour un proton, ça va donner quoi? Alors, cette tangent en 0, ça va donner ceci. Voilà. Donc là, gamma pour un proton. D'accord? Ça illustre notre remarque précédente. Trajectoire pour un électron, trajectoire pour un proton. D'accord? Donc ici, je flèche de manière arbitraire. Attention, je ne connais pas ni la flèche ni la pensée. Hein. Ce qui est important, c'est la nature convexe ou concave de la trajectoire. Là, c'est pour un électron. D'accord? Coefficient positif devant coefficient A positif hein, pour le AX2 plus BX plus C. Là, si on prend un proton, on aura un signe moins et on trouve la trajectoire d'un mouvement balistique. Alors, oui, elle est un peu écrasée. Hein. Mais normal, regardez la direction, regardez le vecteur vitesse initiale, j'ai vraiment voulu que V0 soit tangent uniquement en 0. Mais là, elle est vraiment en place. D'accord, notamment pour celle d'un proton. Donc, c'est la différence fondamentale avec ici les tirs balistiques que vous connaissez. D'accord. Ensuite, ce qu'il faut voir également, ce qui est important de voir, c'est que oui, un champ électrique, il va accélérer ou ralentir la particule. Ça, il faut bien avoir en tête. La force électrique, elle travaille. Le théorème de la puissance cinétique vous dit, voilà, selon les signes de Q, le sens de E, le champ E, lui, il va soit accélérer, soit ralentir la particule chargée. Maintenant, il faut bien comprendre que votre particule chargée, vous l'injectez en haut avec cette vitesse-là. Le bruit, elle devrait partir comme ceci. Et en fait, dans le cas général, en fait, là, je vous fais des cas plus compliqués. Le cas général. Dans le cas général où votre vitesse initiale n'est pas collinaire au champ E, votre champ E, via la force électrique, que fait-il? Vous voyez qu'il dévie la trajectoire de la particule chargée. Donc, de manière générale, lorsque le vecteur vitesse initiale V0 n'est pas collinaire à E, lorsqu'il n'est pas collinaire à E, le champ électrique, via l'action de force électrique, attention, il dévie également, lorsque votre trajectoire initiale, c'est comme ceci, hein, selon V0. Et on voit dans les deux cas que le champ E également dévie la trajectoire de la particule chargée. Donc ça également, on va noter, c'est important. Alors ça, j'en ai plus besoin. C'est bon. Ici, ça je peux tirer également. Donc, remarque également, très importante, ici, on remarque, voilà. La première, ici, lorsque ici, le vecteur vitesse initiale V0, lorsque le vecteur vitesse initiale V0 n'est pas collinaire, c'est bien le cas, hein. V0 n'est pas collinaire à E ici, n'est pas collinaire au champ E, n'est pas collinaire au champ électrique E. Qu'est-ce qu'il faut retenir? La force électrique. La force électrique dévie également la particule chargée. Dévie également la particule chargée. C'est-à-dire que la force électrique, elle agit également. Donc en plus d'agir sur la norme du vecteur
vecteur vitesse, elle agit sur la direction du vecteur vitesse. Donc là, l'IA, en plus de modifier la norme du vecteur, elle modifie également modification de la direction du vecteur. Modification de la direction du vecteur vitesse instantanée. V de n dans. Donc lorsque le vecteur initial V0 n'est pas collinaire au champ E, la force électrique dévie également. On le voit là, il y a une déviation. Une déviation qui s'opère par rapport au vecteur ici, vitesse initiale. D'accord? Bien. Et une fois que j'ai fait tout ça, le cas le plus compliqué, le cas le plus simple. Alors là, c'est pareil, là c'est lecture d'énoncé. D'accord, lecture d'énoncé. Au contraire, lorsque le vecteur vitesse initiale sera collinaire au champ E, alors soit il sera de même sens, soit il sera de sens opposé. Là, qu'est-ce qui se passe? Nos équations vont être modifiées. Et physiquement, avoir un vecteur vitesse initiale V0 collinaire au champ E, ça revient à redresser, on va dire. Par exemple, V0 comme ceci. V0 par exemple selon OY, donc selon plus EY, il sera collinaire au champ E, même direction, mais de sens opposé. Si on fait ça, θ0 vaut pi sur 2. Ah, ça faut le voir. Si V0 est collinaire au champ E, θ0 vaut pi sur 2. Si θ0 vaut pi sur 2, cos de pi sur 2, hop, boum, 0. Là, ça en laisse, sin de θ0 vaut 1, 0. Qu'est-ce qu'on retrouve? X de t égale 0, pas de mouvement selon x. Pas de mouvement selon x, pas de mouvement selon z, un mouvement selon y, qui vaut, ici, tel que y de t égale 1,5 de e sur m t carré. Qu'est-ce qu'on aura? On aura un mouvement rectiligne uniformément accéléré selon l'axe y. Si votre vitesse, alors là, il faut faire attention, typiquement, alors ça, type sujet ENAC, QCM de l'ENAC, d'accord? Il faut bien les réénoncer. Dans le cas plus compliqué, plus général, enfin, le cas plus général, il n'est pas compliqué en fait. Hein. Le cas plus général, le vecteur vitesse initiale n'est pas collinaire au champ E, on a un arc de parabole, il faut étudier ici le signe de Q pour avoir le sens, d'accord, sur lequel la courbe est tournée, un concave convexe. Si au contraire V0 est collinaire au champ E, c'est très simple, on aura un mouvement rectiligne uniformément accéléré selon l'axe des Y. D'accord? Donc ça c'est deuxième et dernière remarque. Ça j'en ai besoin. Ouais. Bon, je vais passer ça ici directement. Donc deuxième remarque. Au contraire, lorsque V0 est collinaire ici au champ électrique E, lorsqu'elle est collinaire au champ E, voilà. On réécrit les équations horaires. Donc on réécrit les équations ici horaires. Les équations horaires. Tac, 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 tac. Avec, évidemment, avec θ0 qui vaut pi sur 2. On réécrit avec θ0 vaut pi sur 2. Donc on a x de t 0. Bien. Y de t, il reste que le terme en t carré. Donc 1,5 de E sur M t carré. Et Z de t égale à 0. Directement. Z de t égale à 0 pour la troisième et dernière composante. D'accord? Et là, vous avez un dernier terme. Ce terme ici en Y de t, 1,5 de E sur M t carré, caractéristique d'un mouvement rectiligne uniformément accéléré, uniquement selon l'axe X. Donc là, on a un mouvement rectiligne uniformément accéléré selon l'axe ici OY. D'accord? Donc là, mouvement rectiligne uniquement selon l'axe des Y. Attention, pour ici directement un électron, d'accord, de charge Q négative placé dans un champ E ayant cette configuration là. D'accord? Voilà. Ça, c'est ce qu'il faut dire sur l'étude dynamique. Oui? Pourquoi dans les vagues de T, il n'y a pas le plus V0 Pardon. Oui. J'ai dit 1, je le mets pas, oui. J'oublie le terme, j'ai à l'oral. Il est là. Je le rajouter là. Ouais. Plus V0T. Pardon, vous rajoutez cette composante-là. Oui, hein. Il y a le V0 sin θ0T. Hein. Vous rajoutez le terme V0T ici qui apparaît dans Y de T. D'accord? Vous avez sin θ0, θ0 pi sur 2, donc ça vous donne 1, donc V0. Le premier terme en cos θ0 s'annule, mais le second en θ0, ne l'oublie pas, il apparaît ici. D'accord? Vous le rajoutez ici dans ce terme-là. D'accord? Donc ça c'est pour l'étude dynamique. Demain, on
donne un aspect, un éclairage énergétique à cette étude dynamique. Donc on va voir en quoi les théorèmes énergétiques vont nous donner des informations complémentaires à cette étude. Et en fait, on va reparler d'énergie potentielle, théorème de l'énergie cinétique et théorème de l'énergie mécanique. Et jeudi, on fera la même chose, sauf qu'on remplacera le champ E par un champ B. D'accord? Donc là, on a déjà fait un bon tiers du chapitre. Il nous reste deux parties du G, étude énergétique, étude d'un champ magnétique, pour ce chapitre 3 qui est court, mais très riche en applications. Vous l'avez vu, un accélérateur de particules, analyseur de particules. Il y a plein de choses à dire sur ça. D'accord? Voilà. Bien. 10 petites minutes à peine. C'est bien. Alors, j'aimerais commencer, comme ça on terminera en TP, commencer un petit exo de révision également sur le TD. Je vous donnais tout à l'heure le TD14 sur l'énergie. Le TD14. Juste amorcer l'exo, comme ça on le termine avant le TP de cet après-midi. Les autres ceux qui sont en distance récupèrent la vidéo cet après-midi pour également le terminer. Alors, bon, bien, j'ai finalement quand même pas mal corrigé l'exo pour les vacances, donc il n'y a plus tant que ça à faire finalement. C'est beaucoup. Vraiment plus beaucoup. Le 7, il me reste 7. Ouais, le 7, le lycée, j'ai fini ma fiche, le TD, donc voilà. Le 7, on verra en même temps. Du TD14, on va juste amorcer la rédaction de l'exo 7 du TD14. Le ressort sur, ici, une tige inclinée. Voilà. Donc je mets au tableau la référence de l'exo. Voilà. On va faire la rédaction ensemble pour le début. Les calculs dérivés, je vous laisserai les faire en TP. Comme vous le savez, on aborde des exos, il y a des fonctions ici composées. Il faut composer et dériver. Comme ça, voilà, on fait la rédaction ensemble, comme ça les calculs, on les fait pendant 20 minutes avant le TP. Voilà, on aura un exo de plus ensemble, physiquement. Bien. Alors le 7 qui est un exo ici étoilé. On verra après pourquoi, c'est lié au calcul, on demande. On ressort sur tige infinie, vous avez ici déjà un schéma. Déjà, sur les schémas, vous voyez que bon, vous avez un système masse-ressort, mobile sur un axe au grand X, ouais, et vous avez un axe vertical OZ faisant un angle alpha avec l'axe au grand X. Ok, maintenant on va l'énoncer. Donc là, vous avez un mouvement qui est plan dans le plan XOZ. D'accord, vous avez un anneau de masse M enfilé sur une tige qui se déplace sans frottement. Sans frottement, bien, pas de frottement sec, pas de frottement fluide. C'est-à-dire que là, de toute façon, on ne donne aucune indication. On ne donne pas de puissance de frottement, on ne donne pas de puissance de frottement sec ni fluide. Là, on le dit clairement, sans frottement. Donc, dans le bilan des forces, on a un système qui est sans frottement. Bon, ça va peut-être nous mener à un système dit conservatif. On verra après. Cet anneau est attaché à un ressort de raider K, donc ordinal 0, dont l'autre extrémité est fixée en haut. Et on repère la position de M par OM, OM égale X de T. Ok, ça va. Et là, alors là, dans un DS, il y aura montré que. Il y aura montré que parce que là, vous voyez quelles sont les forces appliquées à l'anneau. Ça, c'est un suivi d'oral. Parce que suivi d'oral, là, on va vous, voilà, prenez l'initiative et on vous aiguille. Là, suivez des clous. Non, parce qu'il faut avoir la première question. Parce que si on lit tout l'énoncé, ce que vous faites d'habitude, hein. On déduire l'énergie potentielle en fonction de grand X et alpha. Alors, on déduire l'énergie potentielle. Quand je regarde le schéma, bon, moi, je le sais, j'ai du recul. Quand je regarde le schéma, j'ai un ressort. J'ai un ressort de constante de raider K, donc orbital 0. Forcément, j'aurai une énergie potentielle élastique. Pourquoi? Dans le bilan des forces, donc rédaction type DS, qu'on note à chaque fois, on va le faire ensemble. On aura une force de rappel élastique, force conservative, qui dérive de l'énergie potentielle élastique, 1,5 de K, L moins L0, le tout au carré, à une constante additive près. Pareil pour le poids. Le poids, je n'en ai pas parlé. Le poids est une force conservative, blablabla, blablabla, qui dérive de l'énergie potentielle de pesanteur, mg fois l'altitude. Ah tiens, l'altitude, elle est où? Je regarde le schéma tout de suite. L'altitude, c'est l'axe vertical ascendant au z. Ah, s'il est ascendant, je mets un plus. S'il était descendant, je mettais un moins dans mgz. C'est bien z, ouais, c'est z. Donc là, je vais mettre plus mgz et une constante additive près. Et c'est fini, j'ai fait mon bilan des forces. Il n'y a pas de frottement. Donc en fait, on a un système qui est conservatif, unidimensionnel. Et là, en fait, on nous demande de déterminer l'énergie potentielle. Mais en fait, c'est l'énergie potentielle totale. Parce qu'il vous la faut, parce que si vous ne l'avez pas, vous ne pouvez pas étudier la fonction, vous ne pouvez pas tracer son allure, et surtout, il y aura l'étude des positions d'équilibre à mener pour avoir un mouvement périodique
et période de mouvement et établir une position de mouvement. Donc si vous n'avez pas l'énergie potentielle totale, je vous rappelle, les positions d'équilibre, il faut dériver l'énergie potentielle totale par rapport à la variable spatiale, d'accord, montrer qu'elle s'annule en x équilibre et montrer que la dérivée seconde en x équilibre est strictement possible. Et c'est là, d'accord, ça a l'air un peu plus compliqué parce qu'il faut mener des calculs, d'accord. Donc juste la rédaction au début de la rédaction d'exo pour gagner du temps en TP. Donc je note, hein, c'est l'exo 8, c'est bien ça, ouais, du TD 14, 7 pardon, 7 du TD 14, je dis 8 mais c'est pas 7, 7 du TD 14, donc rédaction classique, vous connaissez, système, ici, référentiel terrestre, supposé galiléen, un repérage cartésien, voilà. Alors même si c'est une méthode énergétique faite un bilan des forces, ça vous permet d'introduire en fait toutes les énergies potentielles. C'est-à-dire que là, bon, vous aurez les points de bilan des forces et en fait, parce que vous faites gagner du temps, parce que vous allez dire le poids P égale mg, toujours une chose, non. Ici, P égale mg est une force conservative. Alors ça paraît, cette semaine on va vous embêter avec ça en colle. Qu'est-ce qu'une force conservative? C'est une force dont le travail ne dépend pas du chemin suivi, mais uniquement des positions initiales et finales. D'accord? Et on peut l'écrire, d'accord? On peut ici l'exprimer en fonction d'une énergie potentielle. D'accord? Une force conservative qui dérive. Alors de quelle énergie? Le poids dérive d'une énergie potentielle de pesanteur. Ouais. Donc ça, pareil, de l'énergie potentielle de pesanteur, donc EPP. EPP de M, donc le poids, je souligne, ce qui est important, ça dérive, une énergie potentielle de pesanteur. Donc EPP, on met 2P ici, donc les plus MGZ, l'axe OZ est vertical ascendant, et n'oubliez pas à chaque fois à une constante additive frais. D'accord? Toujours définir une constante additive frais pour l'énergie potentielle de pesanteur. D'accord? Alors vous allez me dire, on peut déterminer qu'un tout de suite. En fait, je ne vais pas le faire tout de suite, je vois une deuxième constante, K2 pour énergie potentielle élastique, j'ai terminé les deux en même temps. Donc après, une force de rappel élastique, pareil, c'est une force qui est conservative. Force de rappel élastique. Alors, ça c'est la loi de Hooke. F égale moins K, L moins L0. Donc ça c'est la longueur instantanée, moins la longueur à vide. Alors UOM, U, vecteur unitaire dirigé du point d'attache vers le point mobile. Le point d'attache c'est O, le point mobile c'est M, donc ça sera E. C'est un E grand X en plus, je crois. Ouais, c'est E grand X. Pareil, est une force conservative qui dérive de l'énergie potentielle élastique. Force conservative, pareil, qui dérive ici de l'énergie potentielle élastique. Donc là, pareil, pas comme le par cœur, celle-ci aussi. 1,5 de K pour l'amendement au carré à une constante additive près. Donc on aura E, P, E pour l'élastique. 1,5, donc 1,5 de K, L moins L0, le tout au carré, plus K2, donc constante K2. Pas de frottement. Pour toute source de frottement négligée, d'accord, pas de frottement, sec, ni fluide. Voilà, ça on lit clairement dans l'énoncé, il n'y a pas de souci. Donc là, conclusion, d'ailleurs ça pourrait nous guider dans l'application du théorème de l'énergie mécanique. Vous n'avez aucune force, aucune des forces mises en jeu est non conservative, toutes les forces sont conservatives. Donc on a un système qui est conservatif. Et rappelez-vous, le système conservatif est caractérisé par l'intégrale, ici, première de mouvement. Énergie mécanique constante. Donc caractérisé par l'intégrale première de mouvement. Voilà. Ici, EM égale constante. Voilà, donc l'énergie mécanique est une constante. Donc ça pareil. EM, c'est la somme de EC plus EB, ça, on le dira en fin d'exo. Voilà. Et cette constante dépend des conditions initiales. Ok. Et en fait, ici, ce qu'il faut faire pour avoir l'énergie potentielle, c'est faire ça plus ça, donc les deux énergies potentielles.
D'accord? Ce qu'on vous demande dans la première question. Donc l'énergie potentielle totale s'écrit voilà, comme étant la somme des deux énergies potentielles précédentes. Donc l'énergie potentielle totale s'écrit. Donc là on met un EP de M. EP de M. Donc on fait la somme. Donc on aura MGZ plus K1. Donc MGZ plus K1 plus la seconde en 1,5 de K L moins L0 carré plus K2. Voilà. Donc là, on a ici qu'un K2. D'accord? Alors, ce qu'on fait souvent dans ce genre d'exo, ce qu'on verra dans l'exo numéro 10, avec un exo où il y a un ressort qui est mobile le long d'un guide circulaire, on va poser K3. En fait, on pose K3 égale K plus K2. En fait, on a deux constantes. On fait la somme des deux, on dit que c'est K3. D'accord? Parce que sinon, on a une équation de deux inconnus, ça reste deux constantes, on fait la somme des deux constantes, on pose égal à K3. D'accord? Donc on fait K3 égale K1 plus K2. Ensuite, ce qu'il faut, c'est une relation de passage. Parce qu'en fait, on vous demande d'écrire l'énergie potentielle en fonction ici de grand X. D'accord? De grand X et de alpha. Le problème, ici, ça sera le Z. Ici, alors le L de T, quand on regarde la longueur du ressort, quand on regarde la configuration, la longueur instantanée du ressort, je regarde, ça c'est sur ces données, c'est X de T. Donc en fait, le L de T, là, ça sera X de T. Ce qu'il faut, c'est exprimer Z en fonction de X et de alpha. Donc ça, ici, voilà. Ce qu'il faut, c'est utiliser une relation de passage. Donc vous avez une configuration en triangle rectangle. En fait, vous mettez un proche orthogonal, vous notez H, proche orthogonal de M sur l'axe OZ. Vous allez mettre un OMH, rectangle en H. Vous avez ici du cos alpha. Vous faites cos alpha, ici. Vous faites du cos alpha dans le triangle rectangle. Donc vous prenez H, proche orthogonal de M sur l'axe OZ. Cos alpha, vous allez avoir adjacent Z sur l'hypoténuse X. D'accord? Donc du Z sur X. Ça vous permet ici d'avoir Z égale X cos alpha. D'accord? Donc ça pareil, ça vous l'obtenez dans le triangle rectangle. Vous prenez ici H, proche orthogonal de M, du triangle rectangle. Un cos alpha apparaît naturellement ici pour réécrire, voilà, et je m'arrêterai là, l'énergie potentielle qui cette fois-ci dépend de grand X. Ce qu'on vous demande d'ailleurs, c'est sur quoi vous allez travailler cet après-midi, EP de grand X. Bah, ça sera mg, alors je remplace z par x cos alpha plus 1,5 de k x moins L0 le tout au carré. On va ça ici. Donc L0 au carré. Et j'oublie pas, je vais noter qu'un K2 égale K3. C'est quoi comme formule que vous avez marqué? EM égale constant. Ici. EM égale constant. Constant déterminé par les conditions initiales. C'est intégrale première du mouvement. Plus K3. Alors pareil. K3, on terminera tout à l'heure. C'est encore lié ici au choix de l'origine de l'énergie potentielle totale. D'accord. Voilà. Il faudra déterminer K3 avant de se lancer dans les calculs pour les positions d'équilibre et leur stabilité. D'accord. Voilà pour aujourd'hui.